De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de La Haye. Pouvez-vous nous décrire ce qui se passait quand vous passiez à des barrages, les autres barrages où vous passiez encore? Oui. Je me souviens qu'une fois, je suis sorti avec un aîné dans le but de nous ravitailler en nourriture. Et comme je l'ai dit, c'est par l'arrière du quartier que nous sommes sortis. Là-bas, on ne nous connaît pas. Donc, c'est par l'arrière du quartier qu'on est sorti. Et on a utilisé des chemins détournés pour nous rendre jusque au camp militaire dans un premier temps. En fait, on cherchait à acheter de la ticket. Là, on était déjà en pleine crise. On allait pour chercher de la ticket. On est arrivé au camp militaire sans trop de robots. On n'a pas vu de barrage, on est arrivé là. Mais il n'y avait pas d'attiqué là-bas. Donc, on nous a dit qu'on pouvait avoir de l'attiqué à Bobo-Doumé. Ça aussi, c'est un sous-quartier. Mais ce sous-quartier-là, il est sur le territoire d'Atekoubé. Il fait partie de la commune d'Atekoubé. Et donc, nous avons continué notre chemin. Et le premier barrage que nous avons rencontré, c'était au Poète, au quartier Poète. C'est là-bas qu'on a vu le premier barrage. Et quand on voyait les barrages comme ça, il fallait être très prudent. De loin déjà, quand vous voyez le barrage, vous vous arrêtez pour observer comment ça se passe là-bas. Parce que chacun avait, c'est des civils, chacun surveillait son quartier à sa manière, comme on leur a demandé. Donc, il y a des barrages où les gens étaient vraiment très excités. Il y a d'autres barrages, par exemple, au contraire, qui étaient plus organisés. Bon, les barrages, selon les barrages, le comportement tenait. Donc, de loin, vous observez, vous vous mettez quelque part de manière discrète et vous observez le barrage. Vous observez le barrage. Et quand vous observez le barrage, il y a certains barrages où on exige la pièce d'identité. Des barrages comme ça, où on exigeait les pièces d'identité avant de passer. Ces barrages-là étaient très dangereux. Et quand il y avait des barrages comme ça, il fallait les éviter. Si moi je suis nordiste, je savais que c'est les nordistes qu'on cherchait. Donc quand il y a un barrage comme ça, mieux vaut retourner ou chercher vraiment un chemin très détourné pour éviter ce barrage-là. S'il n'y avait pas de chemin détourné, il était mieux de retourner. Voilà. Je vais passer à un autre sujet. Vous souvenez-vous avoir entendu parler de l'arrestation de Laurent Gbagbo? Oui. C'était le 11 avril. Oui, c'est ça. Le 11 avril 2011. Je l'ai vu sur France 24. C'est là que j'ai vu les premières images de son arrestation. J'étais en famille, j'étais à la maison. Et j'ai mis la télé. C'est ce qui passait. Donc, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, ah, on a arrêté Gbagbo. Donc, tout le monde est venu au milieu de la télé et on a suivi. Et est-ce que vous savez comment les pro-Gbagbo dans votre quartier ont réagi? Quand l'information est tombée, d'abord, il fallait dire que là, on était en pleine crise. On était en pleine crise et la tension était vraiment à son comble. C'était tendu. Et nous, ça nous faisait plaisir qu'on ait arrêté Gbagbo parce qu'on se disait que c'est lui qui a causé tout ce problème-là. Si on l'arrête, alors la crise allait finir.
ce que nous vivions allait finir. Mais nous ne pouvions pas manifester notre joie. Mais pas, hein. Donc, la joie, c'était au fond de nous. Et à cette époque-là, ils avaient passé des consignes à leurs partisans de ne pas suivre les chaînes étrangères. Voilà, c'est la consigne qu'ils avaient donnée à leurs partisans, de ne pas écouter RFI, de ne pas suivre France 24, en fait, les médias étrangers, de s'en éloigner. Mais il y en a qui se cachaient pour suivre quand même. Voilà. Et c'est comme ça qu'eux aussi, ils ont appris par les médias étrangers, mais en cachette, que Gbagbo avait été arrêté. Et quand la rumeur a commencé à circuler, comme leur point de ralliement et leur point de débat, c'est le Parlement, alors ils ont commencé à descendre au Parlement. Ils ont commencé à descendre au Parlement pour avoir de plus amples informations, pour en avoir le cœur net. Donc, ils sont allés au Parlement. Et le lendemain de l'arrestation de Laurent Gbagbo, qu'avez-vous fait ce jour-là? Le lendemain de l'arrestation de Gbagbo, j'étais chez moi. Je ne suis pas sorti parce que mes sorties étaient vraiment calculées. Je ne sortais que si vraiment besoin était. Et j'étais très prudent quand je sortais. Souvent, on sortait pour la nourriture, surtout. Pour la nourriture, aller s'approvisionner. Mais je sortais très peu. Voilà, par rapport à ce que vous savez déjà. Donc, ce jour-là, j'étais chez moi. J'étais chez moi. Et puis, ils étaient encore allés parce que le premier jour, quand ils sont allés au Parlement, pour confirmer ou infirmer l'information selon laquelle Gbagbo avait été arrêté, ils ont eu un interlocuteur là-bas du nom de Sasso Patrick. Bon, on l'appelle en global aussi. En global. C'est lui, ce jour-là, qui a démenti l'information. Le premier jour, c'est-à-dire le 11, quand la rumeur a commencé à courir, ils se sont rendus au Parlement. Il est venu leur dire que c'était faux. C'était faux, que c'était des informations erronées. Donc, ils sont revenus avec ce commentaire-là. Non, on est allé en global dire que c'est faux, que le président il est au palais. On vous a dit de ne pas suivre les chaînes étrangères parce qu'ils font de l'intox. Donc, c'est du montage. Voilà ce qu'ils ont ramené le premier jour. Mais, ils continuaient aussi de regarder France 24 en cachette. Donc, ça persistait. Hein? De plus en plus de chaînes en parlaient. Donc, le lendemain, encore le 12, ils se sont encore rendus au Parlement. Et ce jour-là, ils ont été obligés, les responsables du Parlement là, ont été obligés de leur dire la vérité, de confirmer qu'effectivement, Gbagbo avait été arrêté. Donc, quand ils sont quittés au Parlement, ils se sont organisés, c'est ce jour-là, le 12, qu'ils sont allés attaquer le quartier Doucouré. Voilà. C'est ce jour-là, le 12, quand la confirmation leur a été faite au Parlement, qu'ils se sont déportés au quartier Doucouré. Et ils sont allés tuer. En tout cas, ce qu'on a appris, c'est qu'ils faisaient du porte-à-porte. Ils faisaient du porte-à-porte pour rechercher les pro-Ouattara et les tuer. Voilà. C'est les informations que nous avons reçues. Et après la crise, on l'a constaté. On a constaté qu'effectivement, il y avait eu un massacre au quartier Doucouré. Et de chez nous, on entendait les tirs. On entendait les tirs, ça c'est clair. Mais en ce moment-là, on n'avait pas encore les premiers fuyards, les premiers fugitifs qui quittaient Doucouré pour venir se réfugier dans notre quartier.
Voilà, parce que quand ça a commencé, les gens ont commencé à fuir, d'autres ont commencé à prendre leur bagage pour quitter Doucouré pour venir vers chez nous, où c'était un peu plus calme. Donc, c'est ceux qui sont venus, les rescapés qui ont fui pour venir vers chez nous, qui nous racontaient que c'était du porte-à-porte systématique, qui tiraient sur tout ce qui leur semblait être pro-Ouattara. Et l'attaque sur le quartier de Doucouré, quand est-ce que vous avez appris qu'elle avait lieu la première fois? La première fois, l'attaque du quartier de Doucouré, la première fois c'était le 25. Ça c'était le 25. C'est par là même que ça a commencé, le 25. Mais le 12 avril, quand est-ce que vous avez appris pour la première fois qu'il y avait une attaque sur le quartier de Doucouré? C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi, je pense bien. Et comment l'avez-vous appris? D'abord, on entendait des coups de feu. On entendait beaucoup de coups de feu. Bon, au début, on s'est dit que peut-être qu'il y avait des affrontements. Si on était en pleine crise là, pour nous, peut-être qu'il y a des groupes qui s'affrontaient. Mais c'est quand les premières personnes qui fuyaient le quartier de Doucouré sont arrivées qu'ils ont commencé à décrire ce qui se passait là-bas. Voilà, c'est les premiers fugitifs du quartier de Doucouré qui sont remontés vers nous, parce qu'on a des parents là-bas aussi, hein, on a des connaissances. Et puis, il y a quelques pro-Gbagbo aussi même qui sont là-bas, voilà, qui ont commencé à fuir pour venir vers notre quartier où il y avait un peu plus d'accalmie. Donc, c'est eux-mêmes qui nous ont rapporté qu'il y avait du porte-à-porte que les gens, les miliciens, attaquaient le quartier de Doucouré. Nous, on entendait les coups de feu. C'est comme ça qu'on a appris. D'accord. Merci, monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions pour vous aujourd'hui. Et les autres équipes vont vous poser des questions maintenant. Je donne maintenant la parole à la représentante légale des victimes. Mon nom est Paulina Massida et je suis l'avocate des victimes qui participent dans cette procédure. Ce matin, à une question qui vous a été posée par le bureau du procureur, vous avez indiqué la nationalité des propriétaires de magasins de Doucouré. La référence, c'était, je me réfère à la transcription anglaise, page 2, ligne 11 à 20. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie majoritaire des propriétaires des magasins de Doucouré? L'ethnie majoritaire, bon, les communautés sont représentées. Hein. Il y a beaucoup de Nigériens, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de nordistes de la Côte d'Ivoire. Enfin, je ne peux pas dire qui domine qui, mais ils sont tous bien représentés. Monsieur le témoin, dans votre déclaration de témoin que vous avez rendue au bureau du procureur, la référence pour le transcript, c'est CIV OTP 0058 0586, paragraphe 59. Je vais lire l'avant-dernière phrase du paragraphe 59. Je cite: « La plupart des magasins à Doucouré appartenaient aux Jula, ainsi qu'aux gens d'autres nationalités, comme les Nigériens, les Maliens. » Fin de citation. Est-ce que c'est bien correct, monsieur le témoin? Vous avez déclaré cela en ce qui concerne l'ethnie Jula? Oui, c'est bien cela. C'est tout à fait correct. Ce matin, vous avez également indiqué, en question du bureau du procureur, que les gens du grain
étaient ciblés. Il s'agit à nouveau de la transcription anglaise à la page 5, lignes 5 à 12. Monsieur le témoin, quelle était l'ethnie des personnes qui fréquentaient le grain? Je l'ai dit tantôt, l'ethnie des gens qui fréquentaient le grain, majoritairement c'était des Djoula. Majoritairement c'était des Djoula. Vous avez également ce matin, en question du bureau du procureur, indiqué que vous avez passé certains barrages à un certain moment. Vous avez aussi indiqué qu'il fallait montrer une pièce d'identité. Est-ce que, à part montrer une pièce d'identité, il fallait aussi faire quelque chose d'autre en passant un barrage? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est la pièce d'identité qui était exigée. Et bon, moi, je sais qu'on exigeait ces pièces-là pour pouvoir faire la différence entre les Djoula et ceux qui n'étaient pas Djoula. On demandait les pièces d'identité. Et puis, à quelques barrages aussi, certains demandaient de l'argent. Voilà, ils demandaient de l'argent, ils faisaient du racket. Donc, pour pouvoir passer, il fallait donner 500, glisser un peu d'argent pour pouvoir passer. Mais très souvent, c'était la pièce d'identité qu'on regardait. C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.